Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un duo cinématographique qui a fait 4 films, à savoir Jean-Pierre Mocky et Bourvil. Bon, Bourvil je pense que tout le monde connaît, il y a même beaucoup d'enfants qui le connaissent. Alors parlons donc de Jean-Pierre Mocky. Si son nom est connu, son œuvre l'est peut-être un peu moins du grand public, et pourtant nom d'un chien il a bouffé de la péloche. Il a été tellement productif qu'il ferait presque passer Claude Chabrol pour un fainéant. Mocky, c'est 67 films réalisés en 60 ans, dont il écrivait ou co-écrivait souvent les scénars, plus des téléfilms et des séries, plus comédien dans ses propres productions où, bon, on peut dire qu'il était déjà présent sur le lieu, mais aussi dans celles des autres. Et puis aussi quelques courts-métrages et clips, tiens, en digestif. Productif jusqu'à sa mort il y a 1 an et demi, à l'été 2019, à 90 ans, peu après la fin de tournage de son dernier film qui n'en finit pas de sortir. Mais c'est un cinéaste dont le style ne plaît pas à tout le monde, qui aborde des thématiques qui étaient assez scandaleuses à une époque, des dialogues assez spéciaux. Un Mocky, c'est souvent particulier. Dans les années 60, il a connu une assez belle période de réussite, dont on va parler dans 2 minutes. Il a connu un certain déclin commercial dans les années 70, je conseillerais quand même Un linceul n'a pas de poche en 74 et Le Témoin en 78, avant de retrouver des chiffres corrects dans les années 80, avec des comédies caustiques comme Y a-t-il un Français dans la salle ou Le Miraculé, ou encore le thriller À mort l'arbitre sur les débordements des supporters de foot. Mais aussi des films comme par exemple Une nuit à l'Assemblée nationale en 88, qui a été mon premier contact avec Mocky quand j'étais ado, en tombant dessus sur une chaîne cinéma il y a une vingtaine d'années, et Sortez vos tickets, vos cravates vous étranglent, vos ambitions vous aveuglent. Venez cueillir des pommes. Venez dans le paradis terrestre que je vous offre. voilà. Si vous vous demandez pourquoi je suis si bizarre, vous avez un début d'explication. C'est à partir des années 80 que Mocky bossera avec le directeur de la photographie chevronné Edmond Richard, qui était à ce poste notamment pour le procès d'Orson Welles. Richard sera directeur photo pour Mocky pour la majorité de ses films durant 25 ans ensuite, et donnant un cachet très intéressant surtout quand il interviendra sur des films plus sombres, aussi bien en sens propre que figuré. Mais bref, après les années 90, plus aucun succès financier à signaler pour Mocky, et moins de bons films à signaler à mon sens, bien que je puisse vous conseiller Ville à vendre et Noir comme le souvenir. Ce manque de succès en salle l'a fait entrer dans un cercle vicieux, moins de budget, on peut même dire plus un rond, donc plus difficile d'avoir des vedettes, donc plus difficile d'avoir un budget marketing, donc pas de succès, ce qui n'aidait pas à trouver des financements pour les suivants, et donc des vedettes, du marketing, etc. À titre personnel, le dernier de ces films dont je me souviens avoir vu un peu de promo est Le Furet en 2003, sans doute parce que Jacques Villeray avait proposé de le produire. Or, je n'ai jamais vu la moindre pub pour les tas de films qu'il a réalisés après cela. Bon, en même temps, je suis désolé de dire que les films de cette période sont quand même généralement pas exceptionnels pour être gentil. J'irais même jusqu'à dire que certains sont totalement à oublier. Bon, il m'aurait engueulé pour avoir dit ça, dès qu'on critiquait ses films, il justifiait ça en disant qu'il n'avait pas un rond. Et les dernières années, c'était particulièrement vrai. J'ai fait 57 films et même en les additionnant, on n'atteint pas le budget de l'emmerdeur. 22 millions d'euros pour un truc qui se passe dans une pièce. Il faut le faire quand même. Forcément, avec autant de films, il y a à boire et à manger, mais il évoquait généralement des sujets qu'il trouvait importants et que le cinéma mainstream laissait de côté. La télévision d'ailleurs, depuis pas mal d'années, sur les grandes chaînes, ne diffuse plus que quelques-uns de ses films, non seulement ses plus gros succès, mais aussi ses films qui ne sont pas, disons, trop décalés. Mais quand il y a un Bourvil en rôle principal, ça aide plutôt. Je le disais, Mocky l'a fait tourner 4 fois, Un drôle de paroissien en 63, La cité de l'indicible peur en 64, La grande lessive en 68 et Les talons en 70. Pour ces 4-là, on pourrait même parler du trio Mocky, Bourvil, Blanche, car Francis Blanche est présent dans tous. Dans des rôles secondaires, cela dit, mais il a tourné dans d'autres films de Mocky. On reviendra sur le premier. La deuxième collaboration Mocky-Bourvil était dans La Grande Frousse, un titre imposé à Mocky par la prod, qui de nos jours est à nouveau présenté sur son titre original, La cité de l'indicible peur. Non. Bourvil y joue l'inspecteur Triquet, qui mène l'enquête sur des vols et des meurtres dans le petit village de Barges. Ce qui est le plus marquant dans ce film reste sa galerie de personnages hétéroclites. On peut dire qu'ils sont tous... Barges ? Sans déconner, c'est, pour vous dire, des 4 Mocky Bourvil, c'est lui que j'ai découvert il y a le plus longtemps, j'ai oublié beaucoup de choses, mais l'extravagance des habitants, ça, je ne l'ai pas oublié. Le film a eu un succès assez modéré, avec 680 000 entrées, et c'est peut-être justement à cause de son ambiance étrange qu'il s'agit des 4 films Mocky Bourvil qui a le moins bien marché. Après La Grande Frousse, les deux remettent le couvert 4 ans plus tard avec La Grande Lessive, point d'exclamation. Bourvil joue un professeur de littérature, Mocky ayant notamment donné cette profession au personnage pour lutter contre l'image de simple et cavé Bourvil. Le personnage se nomme Armand Saint-Just et estime que ses élèves sont trop dissipés à cause de la télévision. Il prend donc les choses en main de manière peu orthodoxe. Comment ? Les écrans néfastes pour les gens ? Heureusement, ça va beaucoup mieux depuis. Blague à part, le sujet peut être plus d'actualité que jamais. Bourvil a dit un jour qu'il aimait jouer avec Mocky car il lui proposait des rôles différents de ce qu'il faisait habituellement. Et ici, il est une nouvelle fois servi. C'est sûr que pour casser une image, les films de Mocky,
mais c'est pas mal. Je n'ai pas pu toucher les mamelles de mon professeur de piano. Aussi, Seigneur, je te demande encore ce soir de nous en délivrer, ma Vierge et moi. Il faut savoir que Bourvil était lassé de l'image de gentil bêta campagnard qui se traînait, et outre les rôles dramatiques où il excellait, des rôles insolites pour varier son répertoire, Mocky lui en a offert. Et le public sera là, La Grande Lessive réalisera un peu plus de 2 millions d'entrées en France. Après avoir réalisé le film solo, non, Mocky va en réaliser un autre avec Bourvil. Un jour dans un bistrot, les deux hommes ont entendu des femmes se plaindre de la négligence de leur mari, et Bourvil a écrit lui-même le scénario de cet homme qui met en place un service pour que les femmes mariées puissent faire l'amour sans conséquences et sans attache. Un thème qui, à la fin des années 60, est encore bien dans son époque avec le mouvement hippie et l'amour libre, mais qui, pour une partie du public, est encore très sensible et scandaleux. Avec ce film, Mocky enfonce encore le clou sur les bonnes mœurs, après Les Compagnons de la Marguerite en 67, déjà avec Francis Blanche en antagoniste. Le tournage de L'Étalon démarre à l'automne 69, et il n'est pas facile pour Bourvil, déjà bien atteint du cancer des os. Et ça a été terrible parce qu'à ce moment-là, toute la profession est allée diffuser ça, et ça, j'en veux aux gens qui ont diffusé ça, de façon à ce que les assurances n'ont plus voulu le prendre en charge. La magie du cinéma. Son personnage est chauve non pas par choix esthétique, mais parce que le traitement du comédien lui faisait perdre ses cheveux. Le film, sorti en février 70, déplaît à la critique, mais est un petit succès en salle avec 1,2 million d'entrées. C'est déjà, à ce stade finalement précoce de sa carrière, le dernier Mocky à dépasser le million d'entrées. Le film a beau ne pas être extrêmement long, ce qui est habituel avec Mocky, je trouve qu'il souffre de quelques longueurs. Mais j'ai apprécié le personnage de Bourvil, qui, comme dans 3 de ses 4 collaborations avec Mocky, est un peu lunaire et a une certaine vision du sens commun. Le cas de la Cité de l'Indicible Peur mis à part, leurs 3 autres films ont comme base des sortes de rêveurs qui partent en croisade. C'est ce qui fait l'intérêt de L'Étalon. Et puis, un film qui montre le cul de Francis Blanche ne peut être que bon. Mais un rêveur qui pense avoir raison avec ses propres règles de morale, Bourvil l'a incarné dès sa première collaboration avec Mocky dans Un drôle de paroissien. Au départ, c'est le réalisateur Claude Autant-Lara qui devait le tourner, mais il a finalement proposé à Mocky de s'en occuper, et cela donne un de ses meilleurs films, et un des meilleurs Bourvil. Ce scénario, je l'ai amené à midi, et à 1h, il m'a téléphoné, il me dit « je fais ». Je dis « mais j'ai pas d'argent pour vous payer ». Et il me répond à ça « ben on va le faire en participation ». Bourvil qui a accepté d'endosser le rôle principal du film contre l'avis de son producteur, rapport à son image populaire, mais aussi des réalisateurs qui avaient déjà tourné avec lui et qui espéraient le refaire un jour. D'ailleurs, on entend souvent dire que Fernandel avait décliné car il avait assez donné avec les Don Camillo, mais je me demande si ce n'est pas aussi parce qu'il craignait justement de ne plus pouvoir faire de futurs épisodes de Don Camillo s'il se mettait trop mal avec l'église. Mais il faut savoir que Bourvil, 25 ans plus tôt, s'était lancé dans le métier d'artiste, notamment car il admirait Fernandel. Il avait même un temps pris le pseudonyme Andrel en hommage à ce dernier. Et justement, son tournage suivant en juin 63 sera pour La Cuisine au beurre, où il partagera l'affiche avec Fernandel. Donc quelque part, la boucle est bouclée. Vaguement inspiré du roman Deo Gracias de Michel Séverin sorti en 62, dès l'hiver 63 démarre le tournage d'Un drôle de paroissien. Oui, c'est du rapide. L'intrigue ? On suit la famille d'aristocrates oisifs Lachonnet, qui a dilapidé sa fortune et est sur le point d'être à la rue, mais refuse tout net de travailler, attention. Leur fils aîné, Georges, s'adresse alors à Dieu dans une église. Mais enfin, que se passe-t-il? Vous m'avez fait paresseux, voilà que vous m'abandonnez. Oh, je n'ai pas de reproche à vous adresser, c'est évident. Mais si je suis incapable de travailler sérieusement, c'est bien parce que j'ai été créé ainsi. Il a soudain l'illumination et une idée pas très catholique, voler l'argent dans les troncs de l'église. Il va développer tout un système de plus en plus ingénieux pour ça, se faisant aider par son ami Raoul, joué par Jean Poiret. Mais bien entendu, il va bientôt se retrouver poursuivi par la police, et notamment par l'inspecteur Cucherat, interprété par Francis Blanche. Le rôle était d'abord prévu pour Louis de Funès. De Funès dans un Mocky. Même si ce n'est pas le plus spécial de tous, rétrospectivement ça fait un drôle d'effet. Si Bourvil et de Funès ont tourné ensemble plusieurs fois avant le Cornio, un des exemples, mais le plus connu, étant la scène de Monsieur Jambier, ça aurait été une sorte d'avant-goût de ce film, également au niveau du fait qu'ils ne partagent pas tant de scènes. Car oui, ils ont beau être les premiers et seconds rôles, Lachonnet et Cucherat ne partagent pas tant de scènes que ça dans Un drôle de paroissien. Pour tourner, alors d'abord précisons qu'obtenir les autorisations de tournage n'a pas été simple pour Mocky. Il y a d'ailleurs une anecdote là-dessus que je peux pas vous mettre ici, des fois qu'il y a des jeunes qui regardent. Je vous mettrai un lien en description, si jamais j'oublie, rappelez-le-moi. Mais même une fois obtenu les autorisations, Mocky devait jongler entre les églises, et dans ces églises, s'arranger avec les horaires des messes, des baptêmes, des enterrements. Il s'autorisera quand même un petit caméo, ici. Mais alors, pourquoi cette comédie est-elle aussi bonne? Primo, le personnage principal, Georges. Si on connaissait Bourvil dans les rôles dramatiques, dans les comédies, il nous avait à peu près toujours habitués au type de maladroit gentillet. Ici, il brille tout particulièrement dans un autre registre avec Georges, un bigot gentiment illuminé, un peu précieux. Pour piller le tronc de manière aussi décomplexée, il s'arrange avec sa conscience en s'adressant à Dieu, et voyant des signes divins un peu quand ça l'arrange. Même s'il y croit à son délire, hein.
Le film commence d'ailleurs avec ce carton. Georges se justifie auprès des autres gens avec des arguments en réalité très bancals, mais à mon avis, il a dû lire et relire l'art d'avoir toujours raison, car il aura toujours une justification pour tout et sa propre morale. Dans tout ça, on ne peut pas dire que le personnage soit si sympathique. Et pourtant, de la manière dont Bourvil le joue, déjà on y croit, ce qui n'était pas gagné d'avance, et puis le film parvient à ce qu'on soit derrière lui. En un sens, on admire son côté décomplexé, méthodique et ingénieux, et on craint pour lui quand il risque de se faire pincer. Il est à noter qu'il y a une scène en couleur, scène présente surtout pour allonger la durée du film, mais qui pourtant, outre sa drôlerie, est utile à l'intrigue, une scène de rêve de Georges. Le fait que ce soit son rêve justifie la couleur, histoire de donner un autre cachet à ce passage et bousculer un peu le reste du film. L'année suivante, le gendarme de Saint-Tropez fera l'inverse, le début dans un petit village est en noir et blanc, pour devenir en couleur quand on entre dans l'univers plus moderne. Car par contre, d'autres films en couleur de l'époque, qui n'avaient pas forcément les moyens de tout tourner en couleur, ont tourné certaines scènes en couleur, mais parfois sans que ça ne semble spécialement avoir un sens dans le film, comme s'ils avaient juste voulu se faire un kiff, ce que là, je trouve un peu vain. Et désolé, mais oui, je pense notamment à ce film. Mais bref, j'ai quelque peu digressé. Continuons sur les qualités du film et restons sur les comédiens. Je le disais, Georges est aidé par un ami joué par Jean Poiret, et, en brillant comédien, il excelle dans son propre registre, plus enjoué, plus ouvertement provocateur, qui ne s'embarrasse pas des arguments de Georges qui apparaissent pour lui comme des faux scrupules. Sa jovialité et presque sa délectation dans ce rôle offrent un bon contrepoids. Du côté du casting secondaire, on retrouve des habitués des seconds rôles. Marcel Pérez dans le rôle de l'inspecteur en chef, second rôle très actif dans le cinéma des années 30 à 60, qui tournera à nouveau pour Mocky de nombreuses fois, ou encore dans certains très bons films dont je parlerai peut-être dans de futurs épisodes. Il y a un petit coucou de Bernard Lavalette, dans un de ses nombreux rôles de personnages importants, notables. J'admets que si apparemment il a joué dans Le Capitaine Fracasse, je ne connais pas Jean Lionel, qui joue le père de Georges, et il est... Je sais pas si c'est du fait de sa génération, qui a débuté bien avant le cinéma parlant, de son rôle d'aristo, ou du fait qu'il reste un comédien de théâtre, mais il fait quand même assez peu naturel. Mais bon, en vrai ça passe dans le contexte de grand bourgeois qu'il est censé être. Et on notera aussi une chose amusante, c'est que Denise Perron, qui joue la tante de Bourvil dans ce film, est plus jeune que lui de 3 ans. Oui, je sais, en théorie, c'est possible d'avoir une tante plus jeune que soi, mais reconnaissez que spontanément, on pense à quelqu'un de plus vieux. Pourtant, sans vouloir être inconvenant avec elle, j'achète. Je n'ai découvert ce détail qu'après plusieurs visionnages, et je ne l'aurais pas soupçonné. C'est le personnage féminin le plus savoureux du film. Parce que concernant la sœur de Georges ou sa femme, par contre, je suis navré, je n'en retiens pas grand-chose. Je réalise d'ailleurs qu'après le précédent film que j'ai traité sur un face-à-face entre deux hommes, je suis désolé mesdames, mais vous n'êtes pas spécialement à l'honneur dans ce film-ci non plus. Mais les meilleurs interprètes au monde ne peuvent faire de miracles, et ils sont servis par des dialogues aux petits oignons, et sans avoir besoin de l'écriture d'un Michel Audiard. Ils ont beau être souvent loufoques, les comédiens parviennent à faire passer ça comme une lettre à la poste. Tout comme est passée l'impertinence dans la France de De Gaulle d'envoyer des piques envers l'église. Faut dire que Mocky a eu quelques mauvaises expériences avec elle. Même le langage chartier de ce film est passé. Mais il est louf ce mec. Hein, Jésus-Marie-Joseph. Les piques sont certes beaucoup moins pointues que dans Le Miraculé 25 ans plus tard. Film où Mocky parle du commerce de l'espoir de Lourdes qui le révulsait. Sérieux, écoutez-le en parler, des décennies après avoir fait le film, il ne s'était pas calmé. Mais à une époque où la Centrale catholique du cinéma, un organisme religieux qui évaluait la valeur morale des films, avait une certaine importance, sans être aussi puissante que son équivalent américain outre-Atlantique évidemment, il fallait le faire. Cela dit, il faut tempérer le côté anti-religieux du film, car son personnage principal n'en reste pas moins un fervent pratiquant, et les gens d'église sont plutôt montrés sous un bon jour, généreux, qui ne jugent pas autrui trop vite, ni trop sévèrement. Et puis il y a la fin que je ne spoilerai pas. En fait, d'égratigner une institution, Mocky semble surtout prendre un malin plaisir à égratigner la police et la bourgeoisie. L'intérêt du film est aussi sa structure globale, qui montre l'escalade dans les techniques de Georges pour voler plus facilement, jusqu'à monter un vrai petit business bien rodé et bientôt d'envergure, et échapper aux manœuvres de la police. Police toujours plus retorse pour contrer Georges. Après tout, les forces de l'ordre qu'on voit ici ne font-elles pas partie de la brigade de surveillance des églises? Ils ne peuvent pas tolérer une telle anarchie. Les comédiens qui en font partie ont tous une gueule, et bien sûr, Francis Blanche est impeccable en flic obsessionnel. Et un peu con aussi, hein. Il connaît la dégaine du type qu'il pourchasse, mais dans cette scène, il ne le reconnaît pas. Oui. Bon après, on a vu pire comme déguisement qui ne devrait absolument pas passer. Visuellement, j'aime la manière dont le film joue sur les lumières des églises, et le thème principal de Joseph Cosma, un ami de Mocky, est certes simple, mais qu'est-ce qu'il reste en tête? Je vous jure, vous voyez le film une fois, vous avez toutes les chances de le fredonner bien après qu'il soit fini. Bref, Un drôle de paroissien est un petit bijou certes pas inconnu, mais trop oublié dans les comédies françaises de cette époque. Atypique dans tous les sens du terme. Malgré la qualité de son écriture, ce n'est pas forcément le genre de film qui fait marrer à gorge déployée toutes les 10 secondes, mais en tout cas, quand je le vois, j'ai le sourire tout du long, et il mérite votre temps.
Sorti en août 1963, ce film sera finalement un franc succès avec 2,3 millions d'entrées et la 13e place du box-office de l'année. C'est le plus gros succès de la carrière de Mocky, ce qui n'est pas si énorme pour un plus gros succès. Mais en fait, durant des décennies, moins en fin de carrière c'est vrai, Mocky a fait tourner énormément de comédiens bankable. Et pourtant, oui, il a peiné à obtenir des triomphes. Ces deux films qui ont le mieux marché ont légèrement dépassé les 2 millions d'entrées. Ce qui est très respectable, hein, mais on est loin de faire sauter le box-office. Et d'ailleurs, hormis son tout premier film, Les Dragueurs en 1959, il n'y a qu'avec Bourvil que Mocky a atteint le million d'entrées. Si certains de ces films étaient taillés pour le grand public, la plupart étaient sans doute soit trop perchés, soit trop sensibles, soit trop moyens, ou n'avaient simplement pas bénéficié d'une distribution et ou d'une promotion suffisante. Mais pour un drôle de paroissien, les étoiles se sont alignées. Le sujet, les dialogues, le bouche à oreille et le casting, surtout le casting dirais-je, il faut le dire, même le plus insignifiant des Bourvil attirait toujours du monde dans les salles à l'époque de toute façon. Mais ici, on a vraiment affaire à un de ses meilleurs. Nous représentons une goutte de paresse dans un océan de labeur.